Bienvenue. Alors, pour notre discussion d'aujourd'hui, on se penche sur une source assez unique, mais qui est un véritable iceberg. Le site web lesboitiersdevote.com. D'accord. Au premier regard, ça a l'air vraiment ultra spécifique, presque, Hmm. confidentiel. Un portail pour une technologie bien précise. Un site Bumish, quoi. C'est ça. Et la mission qu'on se donne, c'est de comprendre ce que ce petit site peut nous apprendre de plus grand, à qui il s'adresse et surtout ce qu'il révèle sur la façon dont une communauté s'organise autour d'un outil, Hmm. que ce soit dans l'éducation ou en entreprise. D'ailleurs, le site annonce la couleur d'emblée, il s'adresse aux étudiants, enseignants ou professionnels. Donc on va creuser un peu tout ça. C'est une excellente porte d'entrée. Souvent, en regardant ces initiatives de niche, on découvre des dynamiques beaucoup plus larges sur l'adoption technologique, le support utilisateur Oui, et même des modèles économiques innovants. En fait, ce site, c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert. c'est exactement l'impression que j'ai eue. On va pouvoir observer les frustrations très concrètes des utilisateurs, les manques laissés par les grands fabricants, et puis comment une communauté prend le relais. C'est le cycle de vie d'un produit, mais vu du terrain, quoi, pas du siège de l'entreprise. Exactement. Et la première chose qui m'a frappée, c'est qu'on est tout de suite dans le concret, je dirais même dans le service d'urgence. Ah oui, elle est... Oui, je suis tombée sur la section téléchargement vote et la promesse est d'une simplicité désarmante. En gros, vous ne trouvez plus votre plugin PowerPoint, téléchargez les principaux sur notre page. D'accord. Simple, efficace. Ça peut paraître anodin, mais ça m'a tout de suite rappelé l'angoisse de mes années d'études, tu sais, quand le projecteur refuse de reconnaître ton ordinateur 2 minutes avant un oral. On a tous connu ça. Voilà. On sent que les créateurs du site ont vécu cette panique. C'est ce qu'on appelle un pain point, un point de douleur très spécifique et en même temps très intense. Oui, Pour un enseignant ou un conférencier, perdre ce petit bout de logiciel qui fait le lien entre les boîtiers et la présentation, c'est un cauchemar. Ça peut ruiner des heures de préparation. c'est clair. Le fait que le site propose une solution immédiate, c'est déjà une proposition de valeur immense. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi ce besoin existe-t-il. Normalement, ce genre de support devrait être assuré par le fabricant, non? C'est la question fondamentale. Est-ce que des géants comme Turning Point ou Engage, qu'ils citent d'ailleurs, ne font pas leur travail? Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est le cycle de vie du produit. Les fabricants, ils se concentrent sur la vente et le support de leur nouvelle génération de boîtiers. D'accord, le neuf. Exactement. Le support pour des modèles plus anciens ou des versions de logiciels dépassées, ça devient moins prioritaire, voire inexistant. Hmm. Deuxièmement, le support officiel peut être lent, bureaucratique, caché derrière des formulaires compliqués. Voilà, un utilisateur en panique, il n'a pas le temps d'attendre 48 heures pour une réponse. Ce site, il offre une solution de contournement, une sorte de support officieux beaucoup plus agile. Il comble un vide. C'est donc un service qui naît vraiment d'une frustration. Et on voit qu'ils veulent bien faire les choses. Ils mentionnent utiliser Smash Pro pour les transferts de fichiers. Ah, ce n'est pas anodin ça. Non, c'est un détail, mais ça montre une volonté de fiabilité. Ils ne se contentent pas d'un lien WeTransfer qui expire au bout d'une semaine. Non, c'est plus professionnel. Et ils vont même plus loin. Ils proposent d'envoyer des diapos interactives prêtes à l'emploi ou même la vidéo de votre événement. Là, on n'est plus seulement dans le dépannage. On passe du rôle de pompier à celui de partenaire. C'est une évolution très classique dans la construction d'une communauté. C'est-à-dire? On commence par résoudre les problèmes les plus urgents et souvent gratuitement, pour attirer les gens et gagner leur confiance. D'accord. Puis on élargit l'offre avec des services à plus forte valeur ajoutée qui, eux, pourraient devenir payants. Le site agit comme un filet de sécurité et une fois que l'utilisateur se sent en confiance, il est plus enclin à explorer le reste. D'accord, donc ils gèrent le dépannage logiciel, c'est logique, mais en continuant à explorer, je suis tombée sur quelque chose que je n'aurais jamais imaginé trouver là. Ah, Une section à vendre, occasion, une sorte de marketplace de Le Bon Coin du boîtier de vote. intéressant. L'accroche est excellente d'ailleurs. Vous n'utilisez plus vos boîtiers de vote et si vous les vendiez au lieu de les laisser moisir au fond de votre armoire. Si direct, ça parle à tout le monde. C'est bien vu. Mais qu'est-ce que ça nous dit, l'existence d'un marché de l'occasion pour un objet aussi spécifique? Ça nous dit énormément de choses. D'abord, et c'est le plus évident, que ces appareils ont un coût initial non négligeable. Oui, on ne sait pas un marché de l'occasion pour des trombones. Exactement. Si les gens cherchent à les revendre, c'est qu'il y a un investissement de départ à amortir. On parle sans doute de parcs de plusieurs dizaines, voire centaines de boîtiers pour une école ou une entreprise. D'accord.
Deuxièmement, ça révèle un décalage dans les cycles d'adoption technologique. Une grande université va peut-être renouveler tout son parc pour la dernière technologie. Laissant derrière elle 500 boîtiers parfaitement fonctionnels. Voilà. Et une plus petite structure, une association ou une PME, sera ravie de les racheter à moindre coût. C'est une forme d'économie circulaire, en somme. Et le site facilite ça gratuitement en précisant aucun frais pour vous. C'est un pur service rendu à la communauté. Oui, et c'est très intelligent. Mais on peut aussi y voir un signal un peu plus ambivalent. Comment ça? D'un côté, c'est la preuve d'un écosystème sain, durable, mais de l'autre, un marché de l'occasion très actif pourrait aussi vouloir dire que la technologie arrive en fin de cycle. Ah, que les gens s'en débarrassent. Oui, que de nombreux utilisateurs s'en débarrassent pour passer à autre chose, peut-être des applications sur smartphone. La présence de cette section est donc à la fois un signe de vitalité de la communauté et un possible indicateur d'un déclin à long terme de l'appareil lui-même. C'est un paradoxe intéressant. Oui, Identifié sur le site la création de contenu. d'accord. Ils ont un blog, et là encore, ils sont très très malins. Un titre a particulièrement attiré mon attention, les téléphones bientôt bannis des écoles en France. J'ai trouvé ça brillant. Ah oui, c'est une manœuvre de judo marketing, ça. De judo marketing, Bah oui. La plus grande menace pour les boîtiers de vote, c'est le smartphone. C'est l'éléphant dans la pièce. bien sûr. Au lieu d'ignorer cette menace, ils l'utilisent à leur avantage. Ils prennent une actualité, une contrainte légale, le bannissement des téléphones, et ils retournent complètement l'argument. D'accord, je vois. Leur message devient « Le smartphone est une source de distraction, il est banni. Notre solution, le boîtier de vote, vous offre l'interactivité sans les distractions. Nous ne sommes pas le passé, nous sommes la solution aux problèmes d'aujourd'hui. » C'est exactement ça. C'est un repositionnement complet. D'un seul coup, un objet qui pouvait sembler daté redevient pertinent, voire indispensable. C'est très fort. Et ça démontre une compréhension très fine du marché et des angoisses de leur cible principale, les enseignants. Ils ne vendent pas un produit, ils vendent une solution à un problème pédagogique et réglementaire très actuel. Et en regardant les autres titres, comme les avantages des systèmes interactifs dans votre entreprise, on voit qu'ils appliquent la même logique à d'autres secteurs. Oui, ils ne parlent pas de technologie, mais de bénéfices. L'engagement, la productivité. Et cette stratégie ne se limite pas à des articles de blog. Ils ont une chaîne YouTube, les boîtiers de vote, avec des vidéos de formats variés. Ils mentionnent aussi des webinaires. On sent une ambition qui dépasse le simple forum d'entraide. L'ambition, c'est de devenir une autorité, un hub de référence sur le sujet. En combinant le support technique d'urgence, la place de marché et le contenu stratégique, ils construisent une relation à plusieurs niveaux avec leurs utilisateurs. Ils s'adressent à la fois à la personne en panique, avant une présentation, et au directeur de la formation qui réfléchit à sa stratégie d'engagement sur le long terme. Ils couvrent tout le spectre. Ce qui nous amène à la question que je me pose depuis le début. Comment tout ça tient financièrement? Ah, le modèle économique. Oui, on a des services gratuits qui demandent du travail, comme la gestion des téléchargements, des annonces, et en parallèle, on voit apparaître cette mention d'une adhésion payante à un Interact collectif. D'accord. Avec des téléchargements exclusifs et des événements spéciaux. Comment interpréter cette structure? Quel est le modèle qui se cache derrière? Pour moi, c'est un cas d'école du modèle freemium. Freemium. Oui, une stratégie en deux temps, parfaitement adaptée aux communautés de niche. La première étape, c'est la construction de l'audience et de la confiance. D'accord. Pour ça, on offre gratuitement une valeur immense, des solutions à des problèmes réels, douloureux. C'est ce qu'ils font avec les plugins et la marketplace. Ils attirent un maximum de monde sur leur site, qui devient une ressource indispensable. Ils ne mettent aucune barrière à l'entrée. Exactement. Et une fois que la communauté est là, et qu'elle leur fait confiance, Ils passent à la deuxième étape, la monétisation. c'est ça. Mais ils ne rendent pas payant ce qui était gratuit. Ça, c'est la clé. Ah, d'accord. Ils créent une offre premium, cette interactée collective, pour le segment le plus engagé de leur communauté, les power users si on veut. Ceux qui en veulent plus. Voilà. Ceux qui veulent aller plus loin, qui ont des besoins plus avancés, qui veulent faire partie d'un cercle plus restreint. À eux, ils vendent du contenu exclusif, un accès privilégié, un sentiment d'appartenance. C'est très malin. Oui, parce que ça permet de financer le projet sans jamais frustrer la grande majorité des utilisateurs qui ne viendront que pour les services gratuits. Précisément. Et le fait que le site ait été créé sur Wix, comme c'est mentionné en bas de page, ça s'inscrit dans cette logique, j'imagine. Parfaitement. C'est ce qu'on appelle une approche lean agile. On ne dépense pas des dizaines de milliers d'euros pour développer une plateforme sur mesure dès le départ. Non? On utilise des outils existants, peu coûteux et efficaces, comme Wix, pour lancer l'idée
Tester le marché, construire la communauté. On minimise les risques et les coûts fixes. Ça sent la petite équipe, voire la personne seule derrière, très agile et très au clair sur sa stratégie. Tout à fait. Alors si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on a appris? En partant d'un site à l'apparence modeste, on a décortiqué un écosystème complet. C'est ça. Ce n'est pas juste un site sur des gadgets, c'est un centre de support communautaire, une place de marché pour l'économie circulaire et une plateforme de contenu avec un modèle économique freemium très bien ficelé. Finalement, ce site, ce n'est pas seulement l'histoire d'un gadget technologique. C'est un véritable modèle réduit de la création d'entreprises au XXIe siècle. C'est-à-dire? Identifier une douleur non résolue par les géants, construire une communauté en offrant une valeur immense gratuitement, puis monétiser la confiance que l'on a acquise. C'est un plan d'action pour quiconque veut dominer une niche. Hmm. Le point clé à retenir, c'est cette immense valeur créée en répondant à des besoins très spécifiques que les grands acteurs ignorent, souvent par manque d'agilité ou de rentabilité perçue. Tout cela nous amène à une question de fond. Pour l'avenir, ce site et tout l'écosystème qu'il soutient reposent sur un appareil physique, monotâche. Oui, À une époque où les smartphones et les applications peuvent tout faire, où l'intégration logicielle est traîne, quel avenir pour ces dispositifs dédiés? c'est la grande question. Est-ce que leur simplicité, pas de notification, pas de risque de voir un élève sur les réseaux sociaux, une seule fonction claire, est-ce que ça reste leur plus grande force? Est-ce que ça leur garantit une place ou est-ce qu'ils sont condamnés à devenir des reliques? Exactement. Remplacé par des solutions purement logicielles, l'article de blog sur le bannissement des téléphones montre que la bataille est loin d'être terminée et que la réponse finalement n'est peut-être pas si évidente.